Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, électrification de plus de 1000 localités dans 5 régions du pays. C'était dans le cadre du projet AZER, AEE Power Sénégal. Projet, vous le savez, suspendu par l'ARCOP suite au contentieux sur l'attribution du marché. Une décision qui vient doucher les espoirs des populations qui devaient bénéficier du dit projet. Nous irons à Kerndiaï Balelo, c'est dans le département de Louga, puis à Kaffrine, dans la commune de Kachot précisément. En position de garde à vue depuis hier, Diegui Diop a été déféré au parquet ce matin. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, responsable apériste, est poursuivie pour détournement présumé de deniers publics. Taku Wallu Sénégal et Jàmm ak Njariñ, deux coalitions qui se crêpent le chignon. Néné Fatoumata Tall, le nœud du problème. Taku Wallu décide d'ailleurs de retirer son nom de la liste des candidats de Jàmm ak Njariñ à Guédiawaye, ce qui aux yeux d'un expert électoral est impossible car à l'étape actuelle du processus, aucun changement n'est possible sur les listes électorales. Législative du 17 novembre prochain, la bataille de Fatick aura lieu. L'APR au trône depuis va aborder le scrutin en rang dispersé avec plusieurs départs. Le point avec Aminata Goudiaby. Le grand journal, les actualités internationales, la guerre au Proche-Orient, des casques bleus blessés au sud du Liban dans de nouveaux tirs israéliens. Le sport à la une, Malawi-Sénégal, coup d'envoi 19h ce vendredi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il s'agit de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et puis, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Entre autres sujets, la décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages ont arbitré Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz bien éligibles. Dissension au sein de l'opposition en perspective des législatives du 17 novembre. Analyse et conséquences, RFM pose le débat. Rendez-vous avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Barthélémy Ngom. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, Diegui Diop Fall, qui a été déféré au parquet ce matin, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République, est poursuivie pour détournement présumé de deniers publics. Des agents du ministère de l'économie sociale et solidaire, dont le DAGE, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, ont été également arrêtés dans le cadre de cette affaire. Il est midi, bientôt 3 minutes. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous l'annonçais tantôt, électrification de plus de 1000 localités dans 5 régions du pays. C'était dans le cadre du projet AZER, AEE Power Sénégal. Un projet qui, vous le savez donc, a été suspendu par l'ARCOP suite au contentieux sur l'attribution du marché. Réaction donc des populations qui devaient bénéficier de ce projet. Dans la commune de Kachot, nous sommes dans la région de Kaffrine. Eh bien, le maire dit son désarroi à Seydou Nourouba, Cheikh Wilan au téléphone. La commune de Kachot en avait bénéficié mais c'était pas directement avec AZER, mais avec AZER avait signé une convention avec Puelec, programme d'urgence pour l'électrification rurale. Et il y avait un cabinet dont j'oublie le nom, mais je connais la personne qui l'avait dirigé, qui était venu nous voir par rapport à ce village-là. C'était Médinatou Salam 4. Il se trouvait que ce village était déjà électrifié. Et dans notre demande, on lui avait signifié le remplacement de ce village-là par un autre. Il se devait de faire le travail et de déposer le rapport. Et depuis, on est sans nouvelles. Naturellement, parce que dans le cadre de ce partenariat, les membres quasi total du comité conseil municipal étaient saisis. On leur avait signifié comme quoi on allait bénéficier d'une électrification à travers Puelec. Si vraiment aujourd'hui on sent que tout ceci n'est plus et qu'il y a un problème, ça va créer de désespoir forcément. Parce que nous, on fait partie des communes les moins électrifiées, que sur 56 villages et hameaux, il n'y en a que 18 qui en bénéficient. Cet espoir vraiment d'électrification, accès universel à l'électrification est très attendu. Si on entend que de nos villages allait bénéficier donc de ce programme, on l'attendait beaucoup. Avec ce scandale supposé, on est très désolé, on est décevant, je pourrais dire. Le maire de Kachot, c'est dans la commune de Kaffrine. Désespoir également à Kerndiaï Balelo, c'est dans le département de Louga. Là-bas, les populations crient à l'injustice et demandent des explications au gouvernement. Nafissa Ndiaye.
L'affaire du projet ASER, l'agence sénégalaise de l'électrification rurale, défraie la chronique ces dernières heures. Kër Ndiaye Balelo, un village situé à 9 km de la commune de Louga, a été recensé parmi les 1600 villages concernés. Les habitants du dit village sont très inquiets face au mutisme des responsables de ce projet. Modulo, habitant du dit village. Vraiment, parce que nous sommes dans le désarroi total. Nous faisons partie du projet d'électrification des 1600 villages initiés par le régime précédent. Mais depuis lors, nous patientons et nous n'avons aucune information. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'électricité. Nous ne sommes pas seuls, car 30 autres villages de la commune de Mbédiène sont dans la même situation. Les conséquences engendrées par cette absence d'électricité que subissent les populations depuis la création de leur village sont énormes. Nous ne pouvons plus protéger notre bétail à cause de l'obscurité. Ce n'est pas tout, même l'éducation de nos enfants est impactée. Ils ne peuvent plus apprendre leurs leçons que la journée. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés pour recharger les batteries de nos téléphones portables. Les populations de Kër Ndiaye Balelo invitent les autorités de tutelle à suivre cette affaire qui est loin de connaître son épilogue. Nafissatou Ndiaye, Kër Ndiaye Balelo, Radio Futur Média. L'intégrité de nos nouvelles autorités, nous en parlons dans ce journal. Eh bien, c'est parce que les présumés scandales commencent à s'amonceler. Après l'ONAS, le port autonome de Dakar, on parle désormais de l'ASER, une présumée affaire de corruption portant sur la somme de 5 milliards de francs CFA. Comment comprendre ces présumés scandales après seulement 6 mois de pouvoir? Mohamed Ali Mouba. ASER, ONAS, rebondent pour autonome de Dakar. Les présumés scandales s'enchaînent sous le nouveau régime au nez à la barbe d'Ousmane Sonko et de Diomaye. Diouf Jubal Jubanti a modéralement Demba Gueye dessus. Demba Gueye est enseignant-chercheur spécialiste de l'analyse du discours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont essayé de faire croire aux Sénégalais, en réalité, celui qu'ils ne sont pas. Ou bien ceux qui ne le sont pas. Ils ont essayé de faire croire aux Sénégalais qu'ils sont intègres, ils sont suffisamment patriotes pour défendre les intérêts du Sénégal, mais en réalité, ils ne le sont pas. Pour l'analyste politique Papa Madou Fall, c'est le mot Pastef 26 qui est en cause. De manière générale, on peut dire que ce sont les mêmes comportements et face à tous ces scandales, on peut considérer que le pouvoir prendra les meilleures dispositions. Parce que c'est le même dispositif au plan administratif qui est là. Et donc, ce sont les mêmes pratiques qui sont là. Sur ce plan-là, le Jubal Jubanti n'a pas encore impacté. Jubal Jubanti mise à rude épreuve. Mais ce qui inquiète le plus de Demba Gueye, c'est l'impunité qui accompagne ces présumés scandales. Qui pouvait croire que arrivé au pouvoir, Ousmane Sonko va fermer les yeux devant des scandales comme l'ONA, comme l'ASER, comme d'autres scandales encore. Qui pouvait croire à ça? Si aujourd'hui le régime ne réagit pas, moi je pense que la confiance politique vis-à-vis des acteurs politiques sénégalais de façon générale va davantage être perdue. ASER, ONAS, Eurobond, port autonome de Dakar. À ce jour, une seule enquête a été ouverte dans l'affaire l'ONAS. Mais là, le ministre mis en cause, Cheikh Tidiane Dièye, reste toujours en place, tout comme le directeur de l'ASER, accusé d'avoir pris 5 milliards des Espagnols pour casser un contrat initialement affecté à une entreprise sénégalaise. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Midi, 9 minutes, la suite du journal. Nous parlons de ces inondations à Kaolack. Les pluies de ces dernières heures ont amplifié la situation. Plusieurs familles sinistrées. La plateforme nationale de lutte contre les inondations appelle à une aide d'urgence. Abdou Samad Diouf, le coordonnateur au micro d'RFM Kaolack de Fatou Mbow, interpelle en premier l'État et les autorités locales de la ville. Vu la pluie d'hier et aujourd'hui, on a constaté peut-être quelques petits problèmes sur certains quartiers, comme au niveau de Parcelles Assainies et de Fass Cheikh Tidiane et de Ngane. Mais dans la situation globale, la situation est maîtrisée par rapport aux pluies passées. Donc maintenant, ce que nous demandons aussi à l'État, il faut qu'on essaye d'aider les populations de Kaolack. Surtout les aider, parce qu'on a vu des familles qui sont actuellement sous l'emprise de l'eau. Ce qui s'est passé à Touba, essayer de vraiment aider les populations, de les dédommager sur certains problèmes, il faut qu'on le fait aussi au niveau de Kaolack. Parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de familles vraiment qui souffrent à cause des inondations. Ils ont perdu
leur matériel à cause de la pluie de cette année. Donc il faut que c'est des gens qui méritent vraiment d'être accompagnés par l'État du Sénégal. C'est pour cela que nous lançons un appel au service de l'État qui gère le problème de l'inondation, au moins de venir en aide à la population, surtout aussi les autorités administratives qui sont actuellement au niveau de Kaolack. Il faut qu'on les aide parce qu'on a vu beaucoup de familles au niveau de Kaolack. Durant l'hivernage de cette année, ils ont perdu beaucoup de matériel. Et ça, vraiment, il faut qu'on le souligne pour que ce qui se passe à Touba, aider les populations, parce qu'un élan de solidarité aussi, c'est bien de le faire. Mais pareillement aussi au niveau de Kaolack et dans les autres régions. Non, on n'a pas eu la situation globale, mais il y a beaucoup de familles. On nous a signalé des familles au niveau de Ngane, au niveau de Ndangan et au niveau de Parcelles Assainies. Abdou Samad Diouf, le coordonnateur de la plateforme nationale de lutte contre les inondations. Dianké Maha, nous sommes dans le département de Goudiri. Là-bas, la reprise des cours n'est toujours pas effective et pourtant les enseignants sont bien présents. Mais le problème est lié à un manque de matériel didactique dans presque tous les établissements de la ville. Au collège de Dianké Maha, par exemple, le surveillant général est monté au créneau pour faire part de son mécontentement face à cette situation. Omar Ba, au micro de Papou Seynou Diallo, indexe les élus locaux qui, à ses yeux, n'ont jusque-là rien fait pour régler la situation. Dans l'arrondissement de Dianké Maha, on note une reprise très faible des élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen. Cela s'explique à différentes raisons. Il y en a certains qui veulent vraiment reprendre les cours, mais malheureusement, ils sont en manque de matériel didactique pour la reprise. En tout cas, c'est une situation déplorable dans l'arrondissement de Dianké Maha, que jusqu'à présent, les élèves n'ont pas encore obtenu leur fourniture scolaire. C'est une situation déplorable que les élus locaux quand même devraient vraiment travailler de manière à ce que cela ne se puisse pas vraiment retarder la carrière éducative de ces élèves. Parce que quand on voit que depuis le début d'année jusqu'à présent, on note la présence des professeurs, on note également la présence du personnel enseignant partout. Mais malheureusement, les matériels ne sont pas disponibles pour un démarrage effectif. Donc c'est ça le véritable problème dans cette localité. Et nous interpellons les élus locaux afin qu'ils puissent mettre la main dans la poche, comme c'est une compétence transférée, afin que ces élèves-là puissent vraiment reprendre les cours et que vraiment qu'ils puissent avoir une année scolaire paisible. Et puis l'association Enfants Soleil qui a ouvert à Mbour une école inclusive dédiée surtout aux enfants autistes. Les locaux sont sous location faute de moyens pour construire et c'est pourquoi Aïcha Ndiaye Dieng, la présidente de l'antenne de Mbour, interpelle les autorités qui leur avaient promis un accompagnement. Elle s'est confiée à Ndeye Mati Dieng, notre correspondante. La Maison Jaune, c'est une structure créée par Enfants Soleil qui prend en charge la scolarité des enfants à besoins spécifiques, notamment la trisomie 21, l'autisme et l'IMC. Les enfants seront scolarisés pour leur autonomisation. Ils vont faire des activités de graphisme. Ils vont apprendre en jouant et des activités de psychomotricité et des séances d'orthophonie. Ils seront suivis aussi par les psychologues et d'autres spécialistes. Enfants Soleil est né d'un sentiment de détresse, vraiment. Un sentiment alarmant, d'un constat fait par nous les parents, à savoir que le handicap est mal pris en charge au Sénégal, voire même pas du tout. C'est même pas du tout pris en charge. Donc c'est à partir de ce sentiment que nous les parents, on s'est dit qu'on va créer une association pour prendre en charge aussi bien les enfants et les parents qui subissent la stigmatisation et l'exclusion. Donc on agit sur la scolarisation, sur l'insertion et aussi sur l'accompagnement parce que les enfants doivent suivre des spécialistes et ces prises en charge coûtent excessivement cher. On a eu énormément de difficultés, surtout sur la prise en charge du personnel. On doit payer des psychomotriciens, on doit payer des psychologues, on doit payer des pédiatres et aussi des enseignants spécialisés qui doivent prendre en charge ces enfants. Et on avait aussi un problème de local. Cette maison-là, on l'a louée. Donc on a eu des promesses par nos autorités, mais ce n'est pas encore effectif. Donc on aurait vraiment besoin de soutien pour une bonne prise en charge de ces enfants. Eh bien, l'éducation et la santé qui vont de pair. À Saint-Louis, justement, les médecins espagnols, des volontaires qui chaque année pratiquent des opérations chirurgicales sur des jeunes souffrant d'hernie ombilicale ou inguinale sont en colère, ces médecins. Ils sont frustrés à cause des tracasseries administratives et surtout, disent-ils, du comportement de l'ordre des médecins du Sénégal qui, selon leurs propos, demandent de l'argent à leur ONG pour pouvoir exercer au Sénégal. C'est pourquoi l'association Santé, Éducation, Environnement de Saint-Louis alerte les autorités sur ces difficultés que rencontrent certains partenaires dans notre pays. Ousseynou Diop.
Ces volontaires espagnols de l'ONG Hope and Progress ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir au Sénégal. Malheureusement pour ce dernier voyage, qui coïncide avec la 54e mission, ils ont rencontré des difficultés énormes pour venir au Sénégal. C'est ce que déplore surtout le président de l'ONG, Dr Carlos Bardaggi. Maintenant, les conditions sont mauvaises parce qu'il y a beaucoup de difficultés à niveau administratif. À niveau de l'ordre des médecins, par exemple de Dakar, ils demandent 80 000 francs. Il y a encore quelques hôpitaux qui demandent argent pour laisser la structure pour les coopérants. Pour ces médecins, le Sénégal doit changer d'attitude pour éviter de perdre ses partenaires stratégiques qui travaillent bénévolement pour offrir le sourire aux enfants malades dans le nord du pays. Un partenariat, ce n'est pas un business. Beaucoup de groupes ont abandonné le Sénégal et c'est très grave. Nous sommes le dernier groupe qui reste ici au Sénégal. Pour les membres de l'association Santé, Éducation et Environnement de Saint-Louis, ces pratiques doivent cesser. Ils sont là pour nous aider. Donc c'est une obligation pour les autorités de les aider pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Ces médecins pédiatres doivent retourner dans quelques jours en Espagne. Ils sollicitent l'accompagnement des autorités pour mettre fin aux difficultés qu'ils rencontrent pour travailler bénévolement au Sénégal. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. RFM. L'actualité politique. Barthélémy Toye-Dias, confirmé tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la requête introduite par la coalition And Liggéey Sunu Réew. Cheikh Tidiane Youm salue la décision. L'heure est maintenant à l'installation des comités électoraux selon le mandataire de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Et il répond au téléphone de Boubacar Dieng. Hier à 23h, j'ai été convoqué par le Conseil constitutionnel pour me notifier la décision qui avait été arrêtée par les 7 sages. Et au sortir de cette décision, il s'avère que le recours a été rejeté pour le simple motif que lorsqu'un candidat, lorsqu'on attaque l'inéligibilité ou bien l'éligibilité d'un candidat, il appartient au ministre des élections de le faire. Il n'appartient pas au mandataire de le faire directement auprès du Conseil constitutionnel. Et donc, en réalité, les 7 juges ne se sont pas du tout attardés sur le fond du dossier. Ils se sont simplement arrêtés sur la forme, sur la saisine. Ce n'est pas le mandataire ou les mandataires, puisqu'il y a eu plusieurs recours, qui devaient saisir le Conseil constitutionnel, mais c'est le juge, c'est le ministère chargé des élections. De mémoire, si je ne me trompe pas, en 2022, ça s'était passé comme ça. C'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, après avoir reçu le rapport de la Direction générale des élections, qui avait saisi le Conseil constitutionnel lui permettant de prendre des décisions qui avaient été prises et qu'on avait fortement contestées. Donc, en réalité, tous les recours, je dis tous les recours, ont été rejetés par les 7 sages hier. Voilà. Donc, ce qui permet à notre tête de liste, Barthélémy Dias, de pouvoir être éligible et de candidater lors de ces élections à venir le 17 novembre. Donc, depuis hier, j'étais d'ailleurs, quand le Conseil constitutionnel m'a appelé, j'étais en réunion avec les autres mandataires de la coalition pour la désignation des plénipotentiaires. Et donc, dans les jours et heures à venir, nous allons mettre en place des comités électoraux pour pouvoir aller complètement dans le fond du sujet et préparer activement ces élections. Cheikh Tidiane Youm, le mandataire de la coalition Sàmm Sa Kàddu, coalition dirigée par Barthélémy Dias. Je rappelle qu'il salue la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré recevable la candidature de Barthélémy. Joint par téléphone, le mandataire de la coalition Takku Wallu Sénégal qui avait introduit un recours contre la candidature d'Ousmane Sonko, tête de liste nationale du PASTEF. Il dit prendre acte de la décision des 7 sages du Conseil constitutionnel. Les législatives anticipées du 17 novembre prochain, la coalition Takku Wallu Sénégal a décidé de retirer Néné Fatoumata Tall de la liste des candidats de leur intercoalition avec Diamak Ndiering à Guédiawaye. Une décision qui fait suite aux divergences entre les deux coalitions. Alors question, quelles conséquences pour la liste de l'intercoalition? Aucune, selon l'expert électoral Djibril Ning. Il précise que les listes ne peuvent plus être changées à l'étape actuelle du processus. Il n'est pas possible de retirer un candidat des listes. Il y a un délai imparti pour toutes les opérations dans le processus électoral. Et pour ce qui est du retrait et du remplacement des candidats qui sont investis sur la liste, il y a un délai pour ça.
c'est durant la période de contrôle juridique. Alors, lorsque le constat est fait sur quelqu'un qui est investi et qui est inéligible, ou bien il y a une pièce périmée ou une erreur disons, matériel sur une pièce, cela vous est notifié, vous avez 72 heures pour refaire le remplacement. Alors, une fois qu'on sort de ce délai-là, ce n'est plus possible de retirer un candidat ou de le remplacer. Mais même lorsque, dans la période indiquée, vous remplacez un candidat investi, vous ne pouvez pas changer l'ordre d'investiture. Si c'est un homme, vous remplacez par un homme et à la place où il était investi. Si c'est une femme, la même chose. Il n'y a qu'un seul cas où un candidat investi sur une liste peut être retiré après la publication de la liste définitive. C'est en cas de décès d'un candidat qui a été investi. Dans ce cas-là précis, le code électoral permet au mandataire de faire une déclaration complémentaire pour remplacer ce candidat-là. Mais en dehors de ce cas, après la publication définitive des listes, ce n'est pas possible de retirer un candidat ou de le remplacer. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'appeler à ne pas voter pour cette liste à Guédiawaye. Mais ils ne peuvent plus retirer Néné Fatoumata Tall. À Fatick, la bataille pour les législatives va être rude. Macky Sall, qui remporte les élections depuis des années dans la région, fait face à un éclatement de son parti, l'Alliance pour la République. Les enjeux sont donc différents pour PASTEF et la coalition dirigée par Amadou Ba. Ils ont du pain sur la planche. Aminata Goudiaby. Les investitures en prélude aux législatives du 17 novembre alimentent le débat politique à Fatick. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, chacun donne son avis. Mamadou Biguingay est persuadé que ces élections seront différentes pour les militants de l'APR et Macky Sall de celles précédentes. Ça ne sera pas du tout facile pour le président Macky Sall et pour son parti, d'une manière générale pour la coalition Taxawu Wallu. Pour la première fois à Fatick, nous considérons que le président Macky Sall ne va pas faire passer ses candidats comme lettre à la poste. Ce sera très serré avec trois autres listes, la liste PASTEF, la liste Jadm ak Ndiarine et c'est la liste aussi des artisans. Les électeurs de Fatick ont été pendant de nombreuses années acquis à la cause de l'ancien président de la République, mais cette fois-ci, il faudra batailler fort pour gagner. L'éclatement de l'APR va forcément laisser des séquelles. Massène Papagay, acteur politique. Takku Taxawu Sénégal a investi le ministre Biram Faye, celle de Amadou Ba a investi un maire, celui de Tataguine. La liste des artisans a investi le président de la chambre de métier de Fatick comme tête de liste nationale et au niveau départemental, le maire de Thiaroye Ndialgui. Thérèse Faye a été investie au niveau de la liste nationale de Takku Taxawu. Moïse Sarr de la même commune a été investi sur la liste nationale de Amadou Ba. Donc les forces sont divisées à Fatick. Tout peut arriver. Les candidats du parti au pouvoir sont peu connus sur la scène politique fatickoise, mais PASTEF se massifie de plus en plus dans la région, ce qui n'est pas à négliger selon Massène Papagay. Le parti au pouvoir aussi est en train de gagner du terrain au niveau de Mbelakadiao, au niveau de Fimela, au niveau de Diarère, mais aussi au niveau de Diofior, parce qu'ils ont eu à gagner quelques communes lors de la présidentielle. Les frustrations dans les rangs de l'Alliance pour la République vont rendre davantage difficiles ces élections pour Macky Sall. Beaucoup de Fatickois se disent pourquoi toujours les mêmes. Ce week-end, Ahmad Diouf, président du mouvement Les Jeunes Boucliers de la République et une autre militante de l'APR ont convoqué des conférences de presse pour dire leur frustration. Ils ne sont pas d'accord avec les choix des candidats du département de Fatick. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. La mise en place d'une haute cour de justice pour juger les dignitaires de l'ancien régime dans le cadre de la reddition des comptes. C'est en quelque sorte le thème de campagne du parti PASTEF en vue du scrutin législatif du 17 novembre prochain. Mais le parti au pouvoir devra d'abord disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Un spécialiste du droit parlementaire qui s'est entretenu avec Ndongoka revient ici sur toute la procédure de mise en place de cette juridiction. L'ancien président de la République Macky Sall pourrait bel et bien être poursuivi en justice, mais cela ne peut être possible qu'après l'installation de la 15e législature. Il va falloir donc mettre en place une haute cour de justice et dans ce cas, Macky Sall ne pourra être jugé que pour haute trahison. Alioune Souaré, spécialiste du droit parlementaire. Vous savez qu'on dit que le président, il n'est pas pénalement responsable de ses actes de gestion, sauf s'il y a effectivement haute trahison. Mais en tout cas, pour notre juridiction, il y a l'article 100 qui parle de la haute cour de justice et l'article 101 de la Constitution. Et si vous allez dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est l'article 120 du règlement intérieur national. Mais aussi il y a la loi organique
complète le dispositif, la loi organique 2002 du 22 février 2010 portant haute cour de justice. Maintenant, quelle définition il faut porter de ce motif-là, c'est-à-dire la haute trahison? Je crois que les textes ne le définissent pas clairement. Par exemple, si vous allez dans un pays comme le Bénin, ils donnent effectivement un contenu à la haute trahison. Après la mise en place de la haute cour de justice, les députés vont procéder au vote d'une résolution de mise en accusation, un acte qui déclenche les poursuites. Alioune Souaré. La résolution de mise en accusation, il faut les 3/5 des députés composant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire 99 députés. 99, voilà. Après le vote de cette résolution, il y a une commission d'instruction. Mais ça, c'est composé uniquement de magistrats de la Cour suprême. La juridiction est présidée par le président de la Cour suprême. D'autres députés choisis en plénière seront à ses côtés selon le spécialiste du droit parlementaire. Il faut que l'Assemblée, à son sein, désigne 8 députés qu'on appelle des juges titulaires et 8 députés suppléants et qui vont rejoindre le président de la Cour suprême qui a effectivement un suppléant. Dans le passé, 2 autorités gouvernementales ont été traduites devant une haute cour de justice. L'ancien premier ministre sous Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, après 7 mois de prison pour malversation dans l'affaire des chantiers de Thiès, Idrissa Seck a bénéficié d'un non-lieu total de la commission d'instruction de cette juridiction. L'ancien président du Conseil sous Senghor et ses 4 co-inculpés étaient jugés par la haute cour de justice du 9 au 13 mai 1963. À l'arrivée, Mamadou Dia a été condamné à la perpétuité et les autres entre 5 et 20 ans de prison, des peines prononcées suite à ce qui était considéré comme une tentative de coup d'État le 17 décembre 1962. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. Au Proche-Orient, d'abord des casques bleus blessés dans de nouveaux tirs israéliens dans le sud du Liban. Le ministère des Affaires étrangères libanais a dénoncé ce vendredi de nouveaux tirs israéliens sur une position des casques bleus sri-lankais dans le sud du Liban. La veille, l'armée israélienne avait tiré à 3 reprises sur des bases de la force de maintien de la paix de l'ONU, blessant 2 casques bleus. Human Rights Watch demande une enquête sur ces tirs israéliens contre la force de l'ONU déployée au Liban. Oumou Kalsoumli. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a appelé vendredi l'ONU à ouvrir une enquête sur les tirs israéliens contre les forces de l'ONU déployées au Liban. Les forces israéliennes doivent cesser les attaques illégales et permettre à la mission de l'ONU de remplir ses fonctions humanitaires et de protection des civils, prévient l'organisation humanitaire dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères libanais a dénoncé de nouveaux tirs israéliens sur une position des casques bleus sri-lankais dans le sud du Liban au lendemain d'un tollé diplomatique après que des tirs similaires ont blessé 2 Indonésiens. Le secrétaire général des Nations Unies lui qualifie d'intolérables les tirs attribués à Israël, soulignant qu'ils ne devaient pas se répéter. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir mené une attaque de drone contre une base militaire Haïfa dans le nord d'Israël au lendemain d'une frappe meurtrière de l'aviation israélienne ayant visé, selon une source proche du mouvement, un des responsables à Beyrouth. Le premier ministre libanais Najib Mikati appelle l'ONU à adopter une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans le combat entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah en guerre ouverte depuis 3 semaines. Au Cameroun, Anna Rocha, le gouvernement interdit tout débat sur la santé de Paul Biya. Après avoir démenti des rumeurs alarmantes sur l'état de santé du président Biya, les autorités camerounaises ont formellement interdit aux médias d'évoquer sa santé dans une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux. Le chef de l'État est la première institution de la République et les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale, stipule la note signée par le ministre de l'administration territoriale. Harisila. Selon le ministre de l'administration territoriale, tout débat dans les médias sur l'état de santé du président de la République est formellement interdit et les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Poursuit cette note interne datée du 9 octobre, tamponnée d'une mention rouge très urgent. Par ailleurs, le courrier ordonne à chaque gouverneur de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs de commentaires tendancieux.
y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. À 91 ans, Paul Biya est le plus vieux dirigeant élu en exercice. Il dirige le Cameroun depuis 42 ans. Mardi, la présidence avait publié un communiqué pour rassurer sur son excellent état de santé. Il travaille et vaque à ses occupations selon la présidence toujours. Il se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Le prix Nobel de la paix décerné cette année à Narosha à une organisation japonaise anti-armes atomiques. Elle s'appelle Nihon Dankyo. L'organisation fondée en 1956 regroupe les survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cette distinction récompense ses efforts donc pour un monde sans armes nucléaires. Le président du comité du Nobel norvégien a déclaré que l'organisation reçoit ce prix pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées. Aucune arme d'ailleurs nucléaire n'a été utilisée dans une guerre depuis près de 80 ans. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dissension au sein de l'opposition en perspective des législatives du 17 novembre prochain. Analyse et conséquences. RFM pose le débat dans la rubrique Point de vue. Ce sera tout à l'heure et pour en parler, nous serons avec Maurice Soudiek-Dion, professeur agrégé de sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et Hassan Samb, journaliste, analyste politique. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Jour de match pour les Lions du Sénégal à 19h, ils croisent le Malawi. Ce sera pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Les Lions du Sénégal ont l'obligation de gagner pour rester au contact du Burkina Faso, vainqueur hier du Burundi 4-1 au Burkina Faso. Comment cette équipe nationale du Sénégal doit jouer cette rencontre avec ce nouvel attelage technique sur le banc de l'équipe nationale? Youssouf Badi, journaliste sportif, a répondu à la question. On doit jouer de la manière dont les Sénégalais l'aiment. Un beau jeu est gagné. D'autant plus que c'est un défi que le nouveau staff intérimaire doit relever. Donc c'est l'occasion ou jamais de faire revenir le public et de le raccoler à l'équipe. C'est un match important. Il peut être décisif parce que si on gagne les deux matchs aller-retour, on a presque la qualification en poche. Mais là, bon, l'événement, c'est la récente séparation avec le coach. Ce qui fait qu'il faut avoir d'abord un bon mental d'acier pour l'aborder parce qu'il ne faut pas que les joueurs prennent cette situation comme étant une pesanteur qui peut les empêcher de s'exprimer convenablement sur le terrain et sur les deux côtés du terrain, comme on le dit. Avec quel système doit-on jouer cette rencontre, surtout pour la démarrer? Pour la démarrer, c'est une équipe qui n'est pas forcément une foot de guerre. Le 4-3-3, comme l'exigent les Sénégalais, c'est ce que les gens connaissent. Inventer une autre, stratégie serait une erreur parce qu'il faut aller à fond, gagner, cueillir l'équipe dès les premières minutes pour ne pas la motiver à faire un jeu qui serait un peu en difficulté parce que c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Donc il ne faut pas lui donner les raisons, ne pas lui donner les moyens d'avoir raison sur nous. Les moyens d'avoir raison, il va falloir se mobiliser sur la pelouse pour être performant et très rigoureux, mais il va falloir également être mobilisé en nombre dans les gradins, d'où l'appel du président du 12e Gaïndé national, Seydina Issa Laye Diop, qui appelle les Sénégalais, les Dakarois, les Thiessois à se mobiliser derrière cette équipe de Pape Thiaw. Issa Laye Diop, que nous écoutons. Nous restons fidèles à notre mission régalienne d'accompagnement des équipes nationales, mais d'être à côté de nos autorités pour la promotion du sport au Sénégal. Cependant, nous restons dans notre optimisme de voir ce football se hisser sur le toit de l'Afrique et même du monde avec le nouvel entraîneur Pape Thiaw que nous connaissons, que nous avons eu à côtoyer lors du CHAN à Annaba et à Alger. Mais nous avons en lui cette capacité d'écoute, cette capacité de dialoguer, son sens de devoir et de responsabilité, mais surtout son sens de patriotisme, mais son ingéniosité. Je pense que tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être champion d'Afrique, mais d'être finaliste à la prochaine Coupe du Monde. Mais ceci doit passer par une forte mobilisation du peuple sénégalais lors du match de ce vendredi contre le Malawi. Une manière de le rassurer, mais de le témoigner tout notre soutien. Il ne doit pas être seul. Nous devons être à ses côtés, ensemble, relever d'autres défis et d'autres challenges. Le 12e Gaïndé sera avec lui en tout temps et en tout lieu.
Les autres rencontres prévues dans l'après-midi de ce vendredi, Mali, Guinée-Bissau, Angola, Niger, Lesotho contre le Gabon, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, joue contre la Sierra Leone. À noter également l'Afrique du Sud qui reçoit le Congo. Entre autres rencontres, Égypte-Mauritanie. Et pour nos voisins, à noter que l'équipe de la Gambie va jouer contre l'équipe de Madagascar. Le basket à présent, l'AS Ville de Dakar qui va accueillir l'Afrique du basket féminin ici même à Dakar. Ce sera pour le compte de la 28e édition du championnat de la Coupe d'Afrique des clubs de basket au niveau des femmes. Ce sera du 6 au 15 décembre prochain à Dakar. Ce matin, les responsables du club de la municipalité ont présenté le projet et invité les uns et les autres à la mobilisation pour donc une bonne organisation. Toutefois, le président de l'AS Ville de Dakar estime que l'équipe joue pour gagner afin d'honorer le Sénégal. Yatma Diaw, que nous avons rencontré ce matin. D'abord, il faut qu'on gagne ce pari de l'organisation. Je pense que ça fait plus de 25 ans que le Sénégal n'a pas organisé cette compétition. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer à l'Afrique qu'on est toujours capable d'organiser et que, Inch'Allah, ce défi-là sera relevé. Ce qui est sûr, c'est un gros budget, mais quand même, nous avons, Dieu merci, des partenaires qui vont nous appuyer. Premièrement, la ville de Dakar, à sa tête, le maire Barthélémy Diaz. Le budget, c'est un budget prévisionnel qui va se calculer sur une centaine de millions. Mais ce qui est sûr et certain, avec l'appui de nos partenaires, comme je l'ai dit, on va de façon, on n'a pas de problème pour quand même boucler ce budget. Naturellement, le défi reste l'organisation et la victoire finale. Ouais, effectivement, sur le plan sportif, je pense qu'on en a besoin. On en a besoin parce que l'AS Ville de Dakar, sur le plan national, a tout gagné, surtout chez les filles. C'est la 5e année consécutive qu'on gagne le championnat. Donc, il est normal qu'on puisse aller sur le plan africain. Et que je pense qu'on a une équipe qui est capable quand même d'aller très loin sur ce tournoi. Donc, on travaille dans ce sens, on fait des recrutements qu'il faut pour quand même atteindre cet objectif. Présentement, on a recruté dans le staff technique, on a renforcé le staff technique avec le recrutement du coach Malik Goudjabi. Nous avons aussi recruté l'intérieur sénégalaise Fatou Diagne et une américaine Kess qui joue aux États-Unis, qui a joué en double NBA, donc qui viendra renforcer l'équipe. Nous avons aussi la révélation de l'équipe du championnat national, la petite Amine Tandong, qui est un espoir du basketball sénégalais, qui va apporter grandement dans l'effectif de notre club. L'AS Ville de Dakar chez les filles qui a remporté 4 trophées cette saison, plus le titre de roi et reine du basket. Ils vont donc défendre les couleurs nationales. Ce sera au mois de décembre à Dakar. En tout cas, le basket nous a toujours honoré, Malal. Toujours. Merci beaucoup. Midi 36 minutes. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Toubou. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Législatif du 17 novembre prochain, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz sur la ligne de départ. Ils sont dans la place. L'information est tombée dans la soirée tard même, mais quelques confrères ont eu le réflexe de veiller pour espérer ici à leur une cette information de taille. Et chapeau bas pour la persévérance. Ceci étant donc, l'Obs nous plonge dans ce qu'il appelle la guerre des deux. Barth est éligible, tout comme Sonko. Le journal relève que la requête formulée à l'encontre de Barth a été jugée irrecevable. Le témoin élargit le spectre et s'exclame lui aussi. Il dit que Sonko et Barth vont devoir donc jouer. Tous les deux sont bel et bien dans la course. Le juge des élections a écarté en fait tous les recours contre leur inéligibilité introduits par les coalitions Takku Wallu Sénégal and Liggéey Sunu Réew. Le journal Enquête qui s'intéresse à la guerre entre Barthélémy et Sonko se demande s'il n'y a pas de guerre par procuration. C'est parce que c'est And Liggéey Sunu Réew qui s'est chargé d'introduire les recours contre Barthélémy au grand profit du PASTEF. En attendant de tirer cette affaire au clair, focus net sur ce que le journal Bës Bi Le Jour appelle les petits meurtres entre alliés. Rien ne va plus entre Amadou Ba et ses compères en intercoalition. Néné Fatoumata Tall, la pompe de discorde. La paire dénonce le jeu trouble de Amadou Ba et réclame le rejet de la liste de Guédiawaye. Réponse de Cheikh Oumar Sy, la paire fait du
du forcing pour torpiller nos investitures. L'AFP déplore la démarche solitaire et la composition cavalière de Yamak Ndiering. Vox Populi parle carrément de guerre totale. La tête de liste de Takoualou Sénégal charge lourdement le chef de file de Yamak Ndiering. Commentaire du journal Le Quotidien. Eh bien, vous cherchez nos voix, mais avant, chers candidats, osez les débats. Le commentateur relève que de ces joutes oratoires et cette guerre civilisée d'arguments, l'espoir nourri et que le peuple appelé aux urnes puisse se faire sa propre idée sur la réalité des promesses qui lui sont vendues. Les 6 mois de pouvoir du PASTEF avec l'impossibilité à ce jour de communiquer un document rigoureux et concret sur leur vision pour un Sénégal suffit, selon le commentateur, à ce qu'aucun politicien dans ce pays ne soit plus cru au mot qu'il n'apportera pas du factuel à toutes les idées professées. Au chapitre des magouilles et autres micmacs, le présumé scandale de Laser ombre sur plus de 37 milliards de francs CFA. La banque Santander veut des explications sur l'utilisation des fonds de démarrage. Le journal relève qu'une partie de l'argent aurait servi à payer des primes. Commentaire du quotidien sucré salé relève que c'est la faute des autres toujours chez PASTEF. Azer, ONAS, Eurobond, en si peu de temps, le nouveau régime est en train d'accumuler son lot de scandales impunis pour des gens qui nous avaient promis d'en finir avec des pratiques de ce genre. Eh bien, on se demande ce qu'il en sera une fois qu'ils auront une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Devrons-nous donc déjà nous attendre à une justice à géométrie variable, se demande encore mon confrère. En tout cas, la machine judiciaire semble s'emballer contre Diegui Diop et compagnie, placés en garde à vue depuis hier. Diegui et le DAG, les fournisseurs, tous aux arrêts, poursuivis, vous savez, pour détournement de deniers publics portant sur 30 millions de francs CFA, indique le journal Les Échos. Le confrère note que Diegui a été enfoncé par les fournisseurs qui révèlent qu'ils lui donnaient de l'argent. Diegui Diop, ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'Observateur informe ce matin que l'affaire des 94 milliards de francs CFA atterrit devant le parquet financier, affaire qui oppose Ousmane Sonko à Mamour Diallo, l'ancien directeur des domaines. Le journal revient sur son statut de Premier ministre, le statut de Premier ministre Ousmane Sonko et les précisions de son avocat sur sa probable convocation. Réaction de Maître El Ayouf dans le même journal: mon client ne m'a pas encore contacté. Ce reportage du journal Buzz Bi le jour sur l'encombrement, la chaleur insupportable, l'évanouissement de passagers au TER. Oui, c'est terrible. Un seul mot pour nommer ce qui se passe là-bas. Le journal note que les usagers du train express régional ne savent plus à quel sens se vouer à l'intérieur de la locomotive. La climatisation ne fonctionne plus, la chaleur est insupportable, les passagers étouffent, certains s'évanouissent. Buzz Bi le jour a fait le petit voyage de Keur Mbaye Fall à Colobane. C'est à lire à la page 5 du journal qui vous dit tout. On termine par du sport. Foot éliminatoire CAN Maroc 2025. Le Sénégal a rendez-vous avec le Malawi à 19h au stade Diamniadio. Un succès pour débuter une nouvelle ère, plaide le journal Le Soleil. Le confrère note que Pape Thiaw est attendu, convaincre ou partir, averti sur ça. Le journal Buzz Bi le jour plonge ses lecteurs au cœur de la méthode Pape Thiaw. Agressivité, exigence, beau jeu, pressing haut. Le journal note les Sénégalais verront une autre méthode bien connue à Niaritali et dans la tanière des lions locaux. C'est qu'à Niaritali, il était exigeant dans la performance. Ses entraînements étaient intenses et il aimait les joueurs agressifs. Note encore la publication de l'auteur. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglow. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 43 minutes, nous en venons à point de vue. Ces dissensions au sein de l'opposition en perspective des législatives du 17 novembre prochain. Analyse et conséquences. On pose le débat avec nos deux intervenants. Nous sommes avec Maurice Soudiek John. Monsieur John, bonjour. Bonjour Barthélémy. Professeur agrégé de sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre deuxième intervenant, Hassan Samb. Bonjour, monsieur Samb. Bonjour, Bart.
Journaliste, analyste politique. D'abord, la première question à Maurice Soudieck-Dione. On constate quelques dissensions au sein de l'opposition en perspective des législatives anticipées du 17 novembre prochain. D'abord, personnellement, comment comprendre cette situation alors qu'au début, beaucoup pensaient que l'opposition allait faire bloc pour faire face au régime actuel? En vérité, il est difficile pour l'opposition dans toute sa complexité, dans toute sa contexture, mais également dans toute sa diversité, de pouvoir se retrouver autour d'une liste. Cela est évident parce que les investitures entraînent toujours un flot de frustration, de lutte de positionnement et d'empoignades qui sont somme toute légitimes dans le champ politique. Mais il faut dire que ces dissensions, ces tensions qu'on a notées dans la confection des listes de l'intercoalition entre Diamak Ndiarigne et la coalition Takuolu dirigée par le président Macky Sall, c'est un peu de mon point de vue la continuité des problèmes qu'il y a eu au sein de Benno Bokk Yakaar, puisque c'est le propre camp de l'ex-premier ministre Amadou Ba qui l'a combattu farouchement lors de cette présidentielle. Et je crois qu'on est en train de jouer les prolongations par rapport à ces contradictions qu'il y a eu au sein de l'APR et au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce à dire Hassan Samb que c'était prévisible tout cela? Oui, absolument. Je pense que ce serait l'unité qui serait surprenante si l'opposition était vraiment unie, avait fait bloc, parce que c'est rare de voir ce scénario. Souvent, les gens sont dans des coalitions différentes, même s'ils arrivent parfois à mettre en place des intercoalitions. Bien sûr, on avait pensé que Amadou Ba ferait partie de l'intercoalition, qui est assez large, qui donne quand même assez d'autonomie aux coalitions, n'est-ce pas, ne serait-ce que par rapport à la liste nationale où chacun pourrait établir sa propre liste. Bien sûr, les divergences, les dissensions ont prévalu plutôt. Alors, on ne voyait pas généralement Amadou dans la confrontation, mais cette fois-ci, il a choisi justement d'aller seul, vraiment avec sa coalition. A choisi d'aller seul, faire face à certains ténors de l'opposition, mais au sein même de la coalition d'Amadou Ba, il y a des grincements de dents, surtout pour les investitures. Absolument, ça ne peut pas manquer, parce que déjà le problème c'est d'être ensemble dans des coalitions, mais l'autre problème c'est effectivement de survivre à l'équation, à l'épreuve justement des investitures. C'est particulièrement difficile parce que quand tout le monde veut être en pole position, ce qui n'est pas possible, et donc les investitures engendrent souvent des frustrations. Donc quand il s'agit de législatives, c'est deux listes, les listes nationales et les listes majoritaires. Il s'agit d'un scrutin donc mixte. Et donc c'est très compliqué souvent quand il y a des investitures, à l'issue de celles-ci, souvent il y a des gens qui claquent la porte parce qu'ils ne sont pas contents tout simplement. Donc là c'était inévitable, dans tous les cas il fallait s'y attendre, aussi bien du côté de l'opposition que de la majorité. Et bien sûr, comme les coalitions sont fraîchement établies, c'est de nouvelles coalitions qui sont mises en place seulement récemment, évidemment il faut s'attendre davantage qu'il y ait beaucoup plus de fragilité à ce niveau-là. Donc, véritablement, on verra également au cours de la campagne d'autres dissensions. C'est clair que les gens sont ensemble par intérêt, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien du tout. Comme le professeur l'a dit tantôt, et on le sentait déjà à la présidentielle, au niveau de la paire, Benno a éclaté. Les deux plus grandes coalitions qui sont Yewwi et Benno ont éclaté pour donner naissance à d'autres reconfigurations politiques. Il est clair que il n'y a pas de soubassement idéologique, ce qu'il y a, c'est simplement des intérêts du point de vue du positionnement et de la possibilité de gagner. Et donc, c'est ce qui fait que souvent aussi, certains ne sont pas du tout contents et n'hésitent pas du tout à le montrer. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, M. Samb. Maurice Soudieck-Dione, quelles peuvent être maintenant les conséquences? On sait que cette situation risque bien sûr de profiter plus au parti passif au pouvoir. Oui, en réalité, les conséquences, c'est que
on a eu, comme l'a dit Hassan Samb, une recomposition des forces politiques pour faire face à la consolidation du bloc PASTEF. Mais il ne faut pas oublier également que cette stratégie de l'intercoalition a été un moyen judicieux d'engranger un maximum de suffrages, étant donné qu'avec le scrutin majoritaire à un tour ou avec seulement une voix de différence, on engrange tous les sièges. Il y a donc tout un enjeu décisif qui se joue au niveau des départements où 112 des 165 députés sont élus. Donc ça veut dire que la stratégie de l'intercoalition est une stratégie très pertinente, mais il faut dire que ce n'est pas seulement Jàmm ak Njariñ et la coalition Takku Wallu qui étaient dans cette perspective d'intercoalition. Il y a aussi deux regroupements majeurs de l'opposition qui sont en intercoalition, à savoir Takku Wallu et la coalition Sàmm Sa Kàddu dirigée par Barthélémy Diaz. Donc on voit bien que dans cette configuration politique, l'opposition a aussi des chances réelles à travers donc cette intercoalition entre ces Takku Wallu et Sàmm Sa Kàddu, même si la force de frappe de celle-ci, de l'opposition, donc aurait été beaucoup plus décisive, beaucoup plus engageante quant à la pêche au suffrage, si ces trois composantes des recompositions politiques mutualisées de la scène politique sénégalaise étaient allées ensemble au niveau des départements. D'accord, merci beaucoup Maurice Soudieck-Diène. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Hassan Samb, je termine en quelques secondes avec vous. À la place des coalitions, M. Dione l'a dit, l'option, la stratégie la plus adaptée, c'est les intercoalitions. Vous pensez qu'avec les intercoalitions, l'opposition peut s'en sortir? Oui, absolument. Je pense que c'est la meilleure stratégie en tout cas. Parce qu'il s'agit ici de mutualiser les forces au niveau des départements. Parce que là, c'est quand même un scrutin majoritaire. Dans les départements, c'est le raw gaddu, comme on dit. Ouais. Donc, véritablement, il faut que les gens mutualisent leurs forces pour essayer de se positionner au niveau des départements en fonction des capacités des uns et des autres à gagner. Et donc, celui qui a plus de chances de gagner sera soutenu par tous les autres. Donc, c'est la meilleure option, c'est la meilleure stratégie. Maintenant, comme... Oui, allez-y. Ouais, comme tout le monde ne peut pas être aussi dans des intercoalitions et qu'il y a des dissensions dont on a parlé tantôt, ce qu'il faut éviter maintenant, c'est de se tirer dessus. Il ne faut pas que l'opposition, même s'ils ne sont pas ensemble, eh bien, qu'ils se mettent à faire campagne les uns contre les autres. Et ça, ce serait vraiment le plus grand danger qu'ils encourent. Il faudrait éviter de se tirer dessus, savoir qu'ils ont un adversaire commun, même s'ils ne sont pas ensemble, eh bien, essayer de tirer sur l'adversaire, mais ne pas se tirer dessus. Et ça, ce serait vraiment l'erreur à ne pas commettre. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, les invectives, les arguments développés les uns contre les autres, les délations, les révélations. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas avoir des opposants dans l'opposition. Dans l'opposition. Ce serait le plus grand risque, le plus grand danger que l'opposition justement pourrait encourir lors de ces élections-là. Merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Malheureusement, Hassan Samb, on est rattrapé par le temps. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Merci également à Maurice Soudieck-Diène, professeur agrégé de sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On vous retrouve tous les deux de toute façon dans moins de à 13h35 minutes. Ce sera avec Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 9 minutes pour le journal de 13h. Merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliou Ba, réalisation Eladji Ndiogou Diène, chef d'édition Abambaye. Bonne suite de programme sur la RFM.